cours de bioinformatique. Dans ce cours, qui sera assez bref, nous allons voir trois parties. D'abord, les banques de données biologiques, ensuite, la comparaison des séquences biologiques, puis nous verrons deux exemples d'application de la bioinformatique, à savoir la phylogénie moléculaire et la notation des séquences. L'objectif de ce cours est de vous initier à la bioinformatique et à ses applications. Vous pourrez consulter ces recueils-là qui sont disponibles au niveau de la bibliothèque de l'INATA si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de cette matière. Puis ici, d'autres références qui ont été utilisées ou bien citées dans ce cours. Avant toute chose, essayons de donner une définition à la bioinformatique. Avant cela, un petit rappel concernant le théorème central ou bien le dogme central de la biologie moléculaire qui stipule que l'ADN est capable de réplication et que son information est transcrite en ARN. Cet ARN peut être messager ou bien fonctionnel, par exemple ribosomal, de transfert ou autre. Cet ARN peut être répliqué, par exemple dans le cas des virus, plus particulièrement des rétrovirus. Ensuite, l'ARN messager est capable de traduire son information en protéines ou bien plus particulièrement en séquences protéiques via une opération qu'on appelle la traduction. Et en fait, toutes ces données, toute cette information est traitée par la bioinformatique, c'est-à-dire l'ADN et ses dérivés sont l'objet essentiel de l'étude bioinformatique. Maintenant, pour définir la bioinformatique, c'est un traitement de l'information, donc d'où le terme informatique, donc traitement de l'information, plus précisément biologique. Cette information est stockée sous forme de données accessibles, aisément et exploitables, sous la forme de bases de données que nous allons voir tout à l'heure. Donc ça, c'est une définition assez générique. Ensuite, si j'essaie de donner une définition plus moderne, plus actuelle de la bioinformatique, elle sera définie comme étant une multidiscipline théorique, à savoir que la bioinformatique nécessite des connaissances dans trois domaines différents, qui sont la biologie moléculaire, les mathématiques et l'informatique. Donc, c'est pour ça qu'il s'agit d'une multidiscipline théorique, parce qu'en fait, en bioinformatique, il n'y a pas de manipulation au laboratoire. C'est-à-dire, vous n'allez pas rentrer au laboratoire pour faire de la bioinformatique. Et on vous dit que la bioinformatique commence ou bien démarre là où se termine l'expérimentation en biologie moléculaire. C'est-à-dire que au laboratoire, vous allez obtenir des séquences primaires, c'est-à-dire succession de résidus qui seront soit des nucléotides ou bien des acides aminés. Donc, ensuite, ces séquences nucléiques, qui sont soit de l'ADN, soit de l'ARN, ou bien des protéines, vont être traitées par la suite théoriquement. C'est-à-dire qu'on va prendre juste la succession de ces résidus et on va les étudier afin de révéler certaines informations les concernant. C'est pour ça qu'on parle de théorie, bien de discipline théorique, de l'analyse in silico. Alors, in silico se réfère à l'outil informatique. Donc, lorsque vous entendez le terme in silico, cela veut dire souvent utilisation de processeurs informatiques. Donc, on va utiliser l'outil informatique pour traiter, analyser l'information biologique contenue dans essentiellement donc les séquences nucléiques et protéiques. Donc, il va s'agir essentiellement de traiter, de déduire certaines informations à partir de la structure primaire de l'ADN, de l'ARN et des protéines.
Mais il ne faut pas confondre le terme bioinformatique et l'utilisation des ordinateurs. Ce n'est pas du tout ça. Donc, certes, on utilise les données ou bien l'outil informatique pour nous aider à analyser l'information biologique, mais ici, il s'agit essentiellement de traiter l'information biologique. La bioinformatique s'intéresse donc aux données, ou bien c'est le traitement des données liées au génome, au transcriptome, au protéome et au métabolome. Un génome, donc c'est la totalité du matériel génétique d'une cellule. Donc on peut s'intéresser à tout ce génome ou bien à une partie de ce génome. Ça peut être un gène, plusieurs gènes, un fragment d'un gène, une partie non exprimée, une partie non traduite, etc., etc. Ensuite, on peut s'intéresser aux données du transcriptome. Le transcriptome, c'est l'ensemble des ARN messagers transcrits dans une cellule. Donc on peut s'intéresser à l'étude d'un ou de plusieurs ARN messagers ou bien d'ARN fonctionnels comme l'ARN ribosomal, l'ARN de transfert ou autre. On peut s'intéresser aux données du protéome. Donc un protéome, c'est l'ensemble des protéines biosynthétisées dans une cellule, un tissu ou bien chez un organisme. Donc là également, on peut s'intéresser à une protéine, un fragment de protéine, à plusieurs protéines dans une cellule ou autre. Et comme on peut s'intéresser à d'autres molécules non protéiques et non nucléiques regroupées sous le terme de métabolome. Donc, métabolome, c'est toutes les molécules organiques qui ne sont ni ADN, ni protéines, ni qui rentrent dans les interactions métaboliques de la cellule vivante. La bioinformatique trouve ses applications dans plusieurs sous-disciplines. Par exemple, en phylogénétique, pour étudier l'origine des organismes, des espèces et des molécules. Dans les études omiques, donc on vient de voir précédemment, dans la biologie des systèmes, lorsqu'on souhaite étudier à plusieurs échelles les interactions entre les molécules et les organismes, dans ce qu'on appelle l'annotation fonctionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on souhaite connaître la fonction d'une molécule donnée dans la cellule, dans la prédiction des structures protéiques, c'est-à-dire qu'on est capable par méthode bioinformatique de prédire à partir de la structure primaire d'une protéine, sa structure secondaire, tertiaire et quaternaire, et de modéliser cette structure par ce qu'on appelle méthode d'homologie. Et puis, une des grandes applications de la bioinformatique est de réaliser des alignements entre les séquences nucléiques ou bien protéiques afin de révéler certaines informations les concernant. On verra ça dans un chapitre suivant. Maintenant, la bioinformatique actuellement trouve des applications un peu partout dans les domaines de technologie et de biotechnologie. Par exemple, en biotechnologie, vous pouvez rencontrer ces applications, ces utilisations en biotechnologie animale, environnementale, industrielle, etc. En médecine et en recherche fondamentale, en thérapie génique et en recherche académique et ainsi de suite. Chapitre 1, on va voir un premier outil très utilisé pour les applications de la bioinformatique, c'est ce qu'on appelle les bases de données biologiques. Alors, qu'est-ce qu'une base de données biologique? En fait, c'est une grande bibliothèque de données biologiques et de sciences de la vie résultant des expériences entreprises dans les laboratoires du monde entier, aussi bien que de l'analyse des simulations et des documents édités. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une des grandes applications de la bioinformatique, c'est de recueillir toutes les séquences biologiques, toute l'information biologique qui est produite dans les laboratoires
et de les mettre à disposition de toute la communauté scientifique dans un réseau public qui est Internet et de manière gratuite et facile à être utilisée. Donc, non seulement on met à disposition ces données obtenues par expérimentation, mais on peut également trouver des données qui sont obtenues par simulation ou bien qui ont été prédites par l'outil informatique et qu'on met à disposition pour l'utilisation par la communauté scientifique. Alors, on distingue deux types de bases de données biologiques. D'abord, les bases de données généralistes. Elles correspondent à une collection de données la plus exhaustive et la plus large possible. Alors, pour ce type de banque ou bien de base de données, on va trouver une grande quantité d'informations qui est hétérogène et qui est la plus grande possible. Puis, on va trouver un autre type de base de données qui est appelée spécialisée. Dans ce cas, les données qu'elles contiennent sont plus triées, plus homogènes et sont établies autour d'une thématique particulière. Alors, commençons par les bases de données généralistes. Comme je vous l'ai dit, ces bases sont les plus grandes possibles et le seul critère de classification de ces banques est la nature des données. Mais sinon, elles contiennent, de par leur origine et leur nature, des données très hétérogènes. Alors, citons quelques catégories de bases de données. D'abord, les bases de données de séquences nucléiques. Donc, ce sont des bases très grandes qui contiennent uniquement des séquences d'ADN ou bien d'ARN, mais peu importe la nature de cet ADN ou bien cet ARN, de par la taille et de par la nature et l'origine. Ensuite, vous avez des bases de séquences protéiques, vous avez des bases de génome entier, ensuite vous avez des bases de structures tridimensionnelles de macromolécules obtenues au laboratoire, c'est-à-dire qu'ici, on va recueillir des structures tridimensionnelles obtenues in vitro. Ensuite, vous avez des bases de données bibliographiques, c'est-à-dire il s'agit là d'articles, de travaux scientifiques liés à ce type de données. Donc, dans ce cas, on considère ça comme étant des bases de données biologiques également. Maintenant, l'intérêt de ce type de banque qui est très grand est de pouvoir consulter toute l'information concernant un type d'information biologique en une seule fois et dans un seul endroit. Donc ici, ça permet de faciliter la consultation. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est que ce sont des banques très grandes et donc elles sont difficiles à interroger et elles sont difficiles à maintenir parce qu'en fait, cela pose un problème technique puisqu'elles sont présentes sur Internet, elles sont difficiles à mettre à jour, difficiles à maintenir, etc. Elles nécessitent beaucoup de moyens et beaucoup de ressources humaines et informatiques. Mais également, ces banques posent des problèmes de répétition parce qu'en fait, elles sont tellement grandes qu'il arrive parfois que la même information soit déposée dans ces banques, bien dans ces bases, plusieurs fois. Maintenant, d'où proviennent les données de ces banques et de ces bases? En fait, déjà, ce sont des bases collaboratives. Ça veut dire que c'est la communauté scientifique, ce sont les chercheurs qui fournissent les séquences à ces banques. C'est-à-dire que n'importe quel chercheur qui travaille sur de l'ADN, sur des protéines ou autre, est capable ou bien est en mesure de déposer une séquence ou bien plusieurs séquences sur ces banques. Donc l'origine ici, c'est le séquençage et l'analyse de données par les chercheurs à travers le monde. Maintenant, si on commence par les banques de données ou bien de séquences nucléiques, l'origine principale des données est le séquençage d'ADN. Donc, vous savez que maintenant les techniques de séquençage de l'ADN sont beaucoup plus simples et sont peu onéreuses, peu chères
Du coup, on arrive à séquencer une grande quantité de séquences nucléiques provenant à partir de différents organismes de manière assez facile. Et donc, cet ADN ou bien cet ARN est stocké à partir du séquençage de gènes, de fragments de gènes, de séquences non exprimées, de génomes entiers, d'ARN, et également à partir de la traduction inverse de séquences protéiques en séquences ADN. C'est-à-dire que si vous avez la séquence d'une protéine donnée, vous pouvez prédire la séquence de son gène par traduction inverse en utilisant le code génétique. Alors, concernant ces banques de séquences nucléiques, il existe essentiellement 3 banques sur Internet qui sont interconnectées ou bien interreliées. Donc, ces banques vont contenir, on va dire, pratiquement 99% des séquences qui existent sur Internet, qui sont soit de l'ADN, soit de l'ARN. Donc, en décembre 2019, on trouvait sur ces 3 banques environ 2,5 millions de séquences nucléiques, qui sont soit de l'ADN, soit de l'ARN. Lorsque je dis que ces banques sont interconnectées, ça veut dire qu'il suffit de consulter une seule banque afin de pouvoir accéder au contenu des 3 banques en même temps. Pourquoi? Parce qu'elles partagent leurs informations entre elles, et donc leurs séquences. Prenons la première banque qui s'appelle NCBI. Donc, plus précisément, c'est une banque qui s'appelle GenBank. C'est une banque ou bien base de données américaine. Elle est hébergée par le portail de l'Institut ou bien le Centre national de l'information biotechnologique aux États-Unis. Et voici son interface. La deuxième banque est une banque européenne qui s'appelle ENA, pour European Nucleotide Archive, et elle est hébergée par le portail de l'Institut de bioinformatique européen. Ensuite, la troisième base est une base japonaise qui s'appelle DDBJ pour DNA Data Bank of Japan. Et voici son interface. Donc ces 3 banques, à elles seules, contiennent 99% des séquences ADN ou ARN sur Internet. Donc si vous voulez rechercher la séquence d'un gène donné ou bien d'un génome donné ou autre, il vous suffit de consulter une de ces 3 banques pour accéder à la totalité du contenu sur Internet. Ensuite, pour les banques de données ou bien les bases de données de séquences protéiques, là, l'origine des informations peut être la traduction automatisée de séquences ADN. Ça veut dire que des logiciels automatiques vont faire traduire toutes les séquences présentes sur les bases de données nucléiques en séquences protéiques si ces séquences ADN traduisent ou bien codent pour des protéines. Donc, ensuite, on peut trouver des séquences qui ont été concrètement séquencées au laboratoire par des méthodes in vitro, par exemple par méthode chimique, enzymatique ou bien par spectrométrie de masse, etc. Ensuite, on peut également trouver des séquences et des séquences protéiques qui proviennent de protéines qui ont été étudiées et dont la structure tridimensionnelle est déjà connue. Dans ce cas, on peut prédire facilement la séquence primaire de ces séquences protéiques ou bien de ces protéines. Donc, on va trouver
sur ces banques, bien sur ces bases de données protéiques, des protéines entières ou bien en fragments, bien des fragments de protéines. On va trouver leur séquence primaire, c'est-à-dire la succession d'acides aminés qui les constituent, plus des informations les concernant. C'est-à-dire on va trouver également leur structure, leur fonction, localisation et d'autres informations sur leurs propriétés. Alors, une des plus grandes banques de séquences protéiques présentes sur Internet est une banque qui s'appelle Uniprot. Donc, elle recueille des séquences protéiques annotées automatiquement ou manuellement, vérifiées ou pas. Et jusqu'à décembre 2019, on recensait plus de 180 millions de séquences protéiques sur cette banque. Un autre exemple de banque de séquences protéiques et un exemple particulier. Ici, il s'agit d'une banque de structures tridimensionnelles de protéines, mais d'autres également structures, d'autres molécules sont présentes, mais ici, essentiellement, il s'agit de structures tridimensionnelles de protéines. Et la particularité de cette banque, c'est que ces structures sont obtenues in vitro. Ça veut dire que ici, il ne s'agit pas de prédiction, mais il s'agit de structures tridimensionnelles qui ont été étudiées par différentes techniques expérimentales, notamment la cristallographie à rayons X, la spectroscopie à résonance magnétique, cryomicroscopie électronique et ainsi de suite. Ensuite, parlons d'autres types de bases de données biologiques, par exemple les bases de séquences génomiques. Alors leur particularité ici, c'est que elles contiennent des génomes entiers, c'est-à-dire la séquence entière du génome d'un organisme donné va être répertoriée sur ce type de banque. Et ici, on parle de banque ou bien base généraliste parce que on trouve des génomes qui appartiennent à des organismes divers, que ce soit des organismes eucaryotes, prokaryotes, des virus, ou bien même des génomes d'organites, par exemple les génomes de plasmides, de chloroplaste et de plasmides, de mitochondries, etc. Donc, jusqu'à janvier 2020, cette banque contenait 300 000 génomes appartenant à 300 000 organismes différents. Donc ça, c'est pour les bases de données généralistes. Si on revient maintenant aux bases de données spécialisées, leur particularité maintenant, c'est qu'elles sont plus petites, beaucoup plus petites, et en fait, ce sont des sous-banques qui proviennent de la classification, de la fragmentation des bases de données généralistes. Donc ces bases sont homogènes et contiennent des séquences, des données biologiques établies autour d'une thématique donnée. Par exemple, on peut trouver des bases spécialisées concernant certaines molécules particulières, spécialisées dans certaines voies métaboliques particulières, des bases spécialisées dans certaines structures particulières, d'expression de gènes particuliers, etc. Ou bien elles peuvent également être classées par organisme, c'est-à-dire que vous allez trouver des bases de données spécifiques à certains organismes ou bien certains groupes taxonomiques. Et leur avantage, c'est qu'elles sont faciles à consulter et faciles à vérifier, faciles à maintenir. Le problème maintenant est que ces banques ne contiennent pas toute l'information puisqu'on a fragmenté l'information originale qui vient des bases généralistes. Donc ici, vous n'allez pas trouver toute l'information disponible sur Internet. Alors, quelques exemples de ces banques. Vous avez cette base appelée Swiss 2D Page et elle est spécialisée dans les gels électrophorétiques bidimensionnels, c'est-à-dire que tous les gels obtenus par électrophorèse bidimensionnelle
sont consultables ici et proviennent d'expérimentations réalisées dans les laboratoires du monde. Un autre exemple est une banque appelée KEGG Pathway, et c'est une base de données spécialisée dans les voies métaboliques. Ça veut dire qu'elle répertorie toutes les voies métaboliques qui ont été étudiées et recensées par les chercheurs, et donc la base KEGG Pathway recense toutes les voies métaboliques qu'on rencontre chez différents organismes, etc. Par exemple, ici, vous avez une base spécialisée dans un organisme en particulier qui est la mouche de vinaigre. Donc ici, on va trouver toutes les séquences ADN, ARN qui proviennent de cet organisme-là. Ensuite, vous avez un autre exemple de banque. Ici, il s'agit de la base enzyme, et elle est spécialisée dans la nomenclature et la classification des enzymes. Ça veut dire que vous allez trouver ici des informations très précises sur la classification, sur l'origine et la nomenclature de toutes les enzymes qui ont été découvertes et étudiées dans les laboratoires du monde. Ensuite, un autre type de base de données, c'est les bases de données bibliographiques. L'exemple le plus connu est la base Medline, et c'est une base qui a la spécificité de recueillir toutes les données bibliographiques de littérature relative aux sciences biomédicales. Donc ici, vous allez trouver des informations concernant des travaux qui ont cité ou bien qui ont travaillé sur des données biologiques, des molécules, des structures, des séquences biologiques recensées dans les autres banques de séquences biologiques, et du coup elles sont interconnectées avec ces banques. La revue Nucleic Acid Research recense chaque année les bases de données biologiques présentes sur Internet, et par exemple en 2019, elle a recensé plus de 1600 bases présentes sur Internet. On peut consulter cette liste via ce lien. Donc, si vous vous rendez sur l'adresse mentionnée, vous allez trouver voilà, la liste des bases de données biologiques répertoriées par thématique. Donc, vous allez trouver par exemple des bases de séquences nucléiques, des bases d'ARN, des bases de séquences protéiques, des bases de structures génomiques, métaboliques, par exemple des bases spécialisées dans les génomes humains, dans les gènes humains, et ainsi de suite, des ressources protéomiques, des bases de données spécialisées dans les organelles, par exemple dans l'ADN mitochondrial, plastique, etc. Des bases de données immunologiques, des bases de données spécialisées dans les végétaux, et ainsi de suite. Par exemple, si je me rends ici, je vais trouver toute la liste répertoriée en sous-catégories, les différentes banques et bases de données liées à l'ADN et à l'ARN. Par exemple, si je souhaite me rendre sur la banque GenBank, je vais ici. Donc, et sur cette fenêtre, on va vous donner une description de la base. Et on va vous donner un lien de consultation de la banque, et vous allez être redirigé sur son interface principale. Donc, je vous invite à découvrir par vous-même les banques qui ont été mentionnées. Alors, ces séquences ou bien ces données biologiques sont stockées dans les bases de données qu'on vient de voir sous un format particulier. Il s'agit de fichiers texte qui sont accessibles ou bien lus par des systèmes d'interrogation de ces bases de données. Donc, un système d'interrogation, c'est un ensemble de logiciels
inclus dans le système de gestion de la base de données et qui permet de lire, de gérer ces séquences. Donc, ces fichiers texte sont écrits avec ou bien en suivant des règles particulières de présentation. L'ensemble de ces règles est ce qu'on appelle un format d'écriture. Donc, chaque séquence est écrite d'une manière qui permet de mettre en forme automatisée les informations, permettre leur stockage et gestion de manière homogène et de permettre par la suite l'ensemble des logiciels d'analyse et de gestion de consulter, de gérer, de traiter ces données. Donc, un format va être utile au logiciel de gestion pour organiser et mettre en forme les données et au lecteur ou bien à la personne humaine afin de consulter et lire ces informations. Maintenant, chaque séquence sur une base de données va être présentée dans une page web qui s'appelle entrée. Une entrée est égale à une page web spécifique à la séquence et c'est une fiche signalétique d'une séquence donnée. Cette fiche signalétique ou entrée va contenir 3 parties. La première partie va être une description générale de la séquence. Donc ici, on va retrouver des informations concernant l'origine et la destination de la séquence biologique. Ensuite, on va trouver une partie qui s'appelle Features. Et là, c'est une description informatisée des objets biologiques. C'est-à-dire, c'est une partie qui sera destinée au logiciel automatique de la banque et non pas destinée à l'être humain. Ensuite, vous allez trouver la séquence biologique en elle-même, c'est-à-dire la succession de nucléotides ou bien d'acides aminés qui la composent, écrite dans un format donné. Puis, on termine toujours par écrire un double slash pour signifier la fin de l'entrée. Exemple, ici vous avez une entrée, donc c'est une page, elle est comme ça, c'est une grande page web qui présente par exemple la séquence codante, c'est-à-dire la partie codante du gène de l'invertase chez une espèce ou bien une souche de levure de bière qui est Saccharomyces cerevisiae. Alors, l'entrée va se présenter comme ça, sur GenBank par exemple. Donc ici, il s'agit de GenBank. Donc tout en haut, vous avez le titre de l'entrée. En bas, ici, vous aurez ce qu'on appelle le numéro d'accès de la séquence sur la banque. Donc chaque séquence présente sur une banque donnée va avoir son propre code d'accès, ou bien immatricule, ou bien numéro d'immatriculation, qui va lui être spécifique, qui va vous permettre de retrouver cette séquence directement en utilisant ce matricule. Ensuite, vous avez la séquence écrite sous le format GenBank. Alors, le format va être divisé en 3 parties. La partie 1 est la description générale. Ici, c'est la partie features et la séquence elle-même. Alors, la première partie est présentée ici. Donc, elle va être écrite sous la forme d'un tableau. La colonne à gauche va renseigner sur le titre de la ligne. Et ensuite, dans la colonne à droite, vous allez avoir des informations répertoriées par ligne concernant la séquence. Alors, dans la première ligne, vous allez avoir des informations générales sur votre séquence, notamment son numéro d'accès, sa taille, la taille de votre séquence. Par exemple, ici, il s'agit d'une séquence ADN de 1599 paires de bases. On va vous spécifier la nature de la séquence parce que sur GenBank, on peut trouver des séquences ARN ou bien ADN. Ici, il s'agit d'ADN qui est de format linéaire, qui appartient au groupe
plantes. Bon, parce qu'on classe les levures dans le groupe des plantes, quoique c'est faux. Ensuite, la date d'insertion de la séquence sur la banque GenBank. Par exemple, ici, c'est le 26 décembre 2012. Ensuite, on va vous donner le nom de la séquence. Tout ça, c'est le nom. Ensuite, on va vous répéter le nom d'accès, le numéro d'accès de la séquence et sa version actuelle, parce que parfois, on peut mettre à jour la séquence, et dans ce cas, une mise à jour sera générée sous la forme 1, 2, 3, etc. Et un autre numéro d'accès spécifique à GenBank. Ensuite, vous allez avoir le nom de l'espèce originelle de la séquence. Ici, c'est le nom scientifique, entre parenthèses, le nom commun de la levure de bière, d'où vient la séquence. Ensuite, on va vous donner la classification taxonomique de l'organisme. Ensuite, dans cette partie, on va vous mentionner les références bibliographiques qui mentionnent la séquence. Par exemple, ici, vous avez un premier article qui mentionne la séquence. Ensuite, vous avez ici un deuxième article qui mentionne votre séquence et on vous donne ici l'access code sur la banque Medline pour accéder directement à la référence. Dans la deuxième partie, qui s'appelle Features, toutes les informations précédentes sont écrites sous un format particulier qui n'est pas destiné à l'être humain. C'est-à-dire, cette partie n'est pas destinée à la personne qui consulte la banque, mais plutôt à l'outil de gestion de la base de données. Et c'est grâce à cette partie que cet outil de gestion va pouvoir gérer, classer et mettre à jour l'entrée sur GenBank. Ensuite, dans cette partie, vous allez trouver la version protéique, ou bien la traduction automatique de la séquence précédente en séquence protéique, puisqu'il s'agit d'une séquence codante d'un gène, c'est qu'elle code pour une protéine. Ici, le logiciel va directement détecter la présence de cette séquence codante et il va la traduire et l'envoyer dans la banque de séquences protéiques, par exemple la banque UniProt qu'on a vue précédemment. Enfin, vous allez avoir votre séquence, c'est-à-dire la structure primaire de la séquence ADN, écrite succinctement de la première base jusqu'à la dernière base sous le format particulier de GenBank. Alors ici, comment lire la séquence de gauche à droite, Ici, le sens 5' commence ici, le sens 3' est ici, donc de gauche à droite, et de haut en bas. Alors ici, on ne va pas écrire la séquence dans une seule ligne, mais en plusieurs lignes. Dans chaque ligne, on va écrire 60 paires de bases. Et en plus de ça, on va pas écrire, puisqu'il s'agit d'ADN, on va pas écrire les deux brins, mais on va écrire uniquement un seul brin, qui est le brin avancé, 5', 3', et par complémentarité, vous pourrez déduire le deuxième brin. Mais ici, on écrit uniquement un seul brin, c'est l'écriture conventionnelle de l'ADN. Donc, en plus de ça, on vous écrit cette colonne qui indique la position sur la séquence de la première nucléotide de chaque ligne. Par exemple, si j'écris ici 181, ça veut dire que ici, le T, la thymine, est le nucléotide numéro 181 sur votre séquence. Et on écrit de la première jusqu'à la dernière nucléotide. Puis on passe à la ligne et on écrit / pour indiquer que l'entrée, ou bien la séquence, est terminée. Un autre exemple de la même séquence sur ENA, sur la Banque européenne de nucléotides, de séquences nucléiques, pardon. Vous allez voir ici que c'est plus ou moins la même chose, à la seule différence que dans la colonne à gauche, on n'écrit pas des mots entiers, mais plutôt des codes
en double lettre. Mais toujours, vous allez avoir la même structure, partie description, puis partie ici features, puis la séquence elle-même. Ici, elle est écrite sous le format EMBL. Donc, vous voyez ici que la manière d'écrire change un peu, même s'il s'agit de la même information. Ici, la différence avec Gmake, c'est que la position indiquée est la position de la dernière lettre, bien nucléotide de la ligne. La séquence est précédée par une première ligne qui donne certaines informations concernant votre séquence et s'achève toujours par le double slash. Donc, et toujours, on écrit de gauche à droite, de haut en bas, la séquence du début à la fin. Ici, il s'agit de la version protéique de la séquence, c'est-à-dire que j'ai pris l'entrée de la séquence sur UniProt, sur la base UniProt, et ici, comme vous le voyez, on reprend un format plus ou moins similaire, donc partie description, ensuite à la fin, la séquence, cette fois-ci protéique, c'est-à-dire écrite en succession d'acides aminés, du début à la fin, avec un format un petit peu différent. Alors, pour les formats d'écriture des séquences biologiques, il existe plusieurs types de formats. On a vu les formats de banque, donc chaque banque ou bien base de données va avoir son propre format d'écriture. Ensuite, vous avez certains logiciels de bioinformatique qui vont avoir leur propre format d'écriture. Et ensuite, vous avez des formats universels qui sont utilisés par tous les outils en bioinformatique, que ce soit des bases de données ou bien des logiciels. Ces formats sont au nombre de 2. Le format, ce qu'on appelle le format sequence ou bien séquence brute ou bien plain raw sequence. Alors ici, il s'agit de la séquence brute écrite succinctement sous forme de lettres sans addition de quoi que ce soit, ou bien le format FASTA qui est également très utilisé en bioinformatique. Ce format FASTA a la structure suivante. Donc, d'abord, on écrit une première ligne, comme ça par exemple. Dans cette ligne, on va toujours précéder le titre par un symbole supérieur à. Ensuite, on va écrire ou bien on va attribuer un titre à la séquence. Donc, ce titre va avoir, ou bien vous pouvez choisir votre titre comme vous le souhaitez, peu importe ce qu'on va écrire ici. Par exemple, ici, j'ai écrit le titre via la nature et l'origine de la séquence. Ensuite, le format FASTA se poursuit en sautant la ligne, donc ici, et à partir de là, je vais écrire la séquence brute. Alors ça, c'est la séquence brute. Donc, c'est constitué de la succession de résidus, que ce soit nucléotides ou bien acides aminés, qui constituent votre séquence du début à la fin, donc de gauche à droite, de haut en bas, sans espace, sans chiffre, ce qui constitue la séquence brute. Donc, la première ligne du titre, précédée par supérieur à, plus la séquence brute, constitue ce qu'on appelle le format FASTA. Ce format est très utilisé en bioinformatique. Alors, si on essaie de voir un exemple d'une entrée sur la banque GenBank, je vais aller à la banque GenBank sur l'interface de la base de séquence nucléique GenBank. Cette base va contenir des séquences nucléiques qui sont soit de l'ADN, soit de l'ARN, qui codent soit pour de l'ARN fonctionnel, ou bien pour des protéines, ou bien des séquences protéiques. Du coup,
Cette base va m'offrir cette interface de recherche, c'est une fenêtre de recherche comme n'importe quelle base de données. Et ça va me permettre de faire une recherche au niveau de cette base. Par exemple, je vais chercher le gène de l'insuline chez la souris. Alors pour écrire ma requête, je vais choisir d'écrire le nom scientifique de l'organisme. Par exemple, la souris, je vais écrire musculus. Et je vais rajouter à ça le nom de la molécule, par exemple ici l'insuline, en anglais, ou bien j'écris tout simplement le code du gène si vous connaissez la nomenclature. J'écris par exemple insuline. Une fois que c'est fait, ma requête est prête, je clique sur Search. Et GenBank va me donner des résultats, comme pour Google par exemple, des plus proches de ma requête vers les plus éloignés. Donc, vous voyez que le nombre de résultats obtenus est énorme. Moi, je vais par exemple prendre le résultat le plus proche de ma requête. Par exemple, je vais prendre la séquence de l'insuline 2 du variant 1 chez la souris, plus précisément la séquence de son ARN messager. Je clique ici et ça va me diriger sur l'entrée qui correspond à ma séquence sur GenBank. Donc ça, c'est une entrée, c'est une page web qui correspond à une séquence sur GenBank. Donc ce que vous voyez ici, c'est la séquence écrite dans le format GenBank, donc avec les 3 parties qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, une première partie où vous avez des informations concernant la séquence. Donc ça peut s'agir déjà de l'access code, de la taille, de la nature de la séquence, de sa date de mise à jour, ensuite des informations concernant la séquence, le titre, la version, ensuite des informations sur l'organisme, ensuite des informations bibliographiques, c'est-à-dire toutes les publications qui ont cité cette séquence. Ensuite, la partie features où vous pouvez voir ici que des informations concernant la séquence ont été traduites en langage informatique, notamment l'équivalent protéique ou bien la séquence protéique qui est équivalente à cette séquence. Ensuite, à la fin, vous avez la séquence elle-même, la séquence nucléique, puisqu'ici il s'agit d'ARN, pardon. Ici, la particularité de ces bases, c'est qu'elles les écrivent l'ARN et l'ADN en ADN. C'est-à-dire que pour l'ARN, on ne va pas écrire un uracile, mais on va écrire plutôt un T. Et on va uniformiser l'écriture de l'ADN et l'ARN en les écrivant tous les deux en version ADN. Donc, on l'écrit sous le format GenBank, de gauche à droite, de haut en bas. Donc ça, c'est le format GenBank. Ensuite, un CBI vous permet de voir d'autres formats de la séquence. Par exemple, je peux basculer vers un format graphique où je vais voir une version visuelle de la séquence. Sinon, je peux basculer vers le format FASTA. Alors, le format FASTA est un format beaucoup plus simple. Il est écrit en 2 parties. La première ligne précédée par supérieur A, qui indique le titre de la séquence, comme vous le voyez. Ensuite, la séquence brute écrite en format brut, c'est-à-dire succession de résidus.